Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à l'encontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Thomas est le fondateur de la marque 1083 qui fait beaucoup parler d'elle et dont la mission est de relocaliser la production du jean en France. C'est un sacré beau défi. Thomas est le premier invité qui sort un peu des clous de ma ligne éditoriale puisque d'habitude j'interviewe que des personnes sur leur métier. Puis j'ai vu en fait un super reportage sur France 3 qui parlait de l'aventure de ces femmes qui, en rejoignant l'entreprise 1083, ont retrouvé non seulement un métier mais aussi une fierté et aussi une famille avec une sensation de participer à un projet utile. Bref, le reportage était super émouvant. Et je me suis dit, mais bon sang, mais mon podcast, il parle des métiers passion, alors pourquoi je donnerais pas la parole à des personnes qui, comme Thomas, finalement passent beaucoup d'énergie à sauvegarder des métiers et un savoir-faire un peu beaucoup oublié et dévalorisé. Voilà, tout ça m'a paru être une évidence. Cet épisode, il est truffé de super bons conseils pour tous les entrepreneurs, mais aussi les managers. Puis je dirais que c'est aussi l'occasion de se regonfler le moral. Parce que oui, des tas de gens comme Thomas, ils se battent à leur niveau pour que des choses changent. Donc oui, c'est possible. Oui, sans être entrepreneur, on peut aussi agir à notre niveau avec une arme redoutable qui s'appelle la carte bleue. Oui, c'est possible de lancer un business dans un marché saturé. Oui, c'est possible de changer les règles, même si tout le monde te dit « mais non, ça va pas marcher ». Quoi, relocaliser en France? Mais t'es malade, avec le coût de la masse salariale, t'y arriveras jamais. Eh si, c'est possible. Et oui, c'est aussi possible de recruter dans un secteur non tertiaire sur des métiers manuels dits parfois ingrats. Parce qu'il suffit aussi de donner du sens au métier qu'on propose. Bref, vous l'aurez compris, moi, ça a été une formidable leçon pour la très jeune entrepreneur que je suis. Tellement riche que je me suis dit que je pouvais tout de même pas le garder que pour moi. Thomas, mille merci pour cette interview, merci de m'avoir consacré autant de temps et aussi merci à Alexia, dans ton équipe, de nous avoir mis en relation. Je vous souhaite à tous une très très belle écoute et je ne le dirai jamais assez, s'il te plaît, si l'épisode te plaît, n'oublie pas le commentaire sur la plateforme de podcast. Je pense à Spotify, Apple Podcast, mais aussi YouTube pour ne citer que. Et puis bien sûr, tu sais que je n'ai pas les moyens de me payer de la pub, ni même des publi-reportages sur les grands magazines. Donc s'il te plaît, en fait, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui va me permettre de faire connaître et les métiers et mon podcast. Donc si tu veux bien et si tu as l'occasion, parle du podcast et de l'épisode à tous ceux qui, comme toi, sont des curieux de la vie, adorent découvrir des gens différents et invite-les à venir constater que la diversité qui nous entoure, elle est plutôt canon. Allez, c'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour. Un grand merci d'avoir répondu. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et effectivement, ce que tu disais sur les métiers, notamment ceux de l'ombre, moi, c'est ceux-là qui m'intéressent parce que quand on est entrepreneur, on est beaucoup dans la lumière. Et en fait, les échanges entre les consommateurs et les fabricants, en fait, entre les différentes parties prenantes, quand on a la chance d'être proche de ces parties prenantes, c'est engageant les uns envers les autres. Et ce qui est terrible dans les métiers de la fabrication, c'est qu'en fait, les fabricants ne rencontrent pas les clients et les clients ne rencontrent pas les fabricants. Et donc, c'est pour ça que ça laisse, finalement, s'il n'y a pas de charme dans ces produits, qu'importe que le produit vienne de Chine ou de France, ça ne change rien. Alors que si on se rencontre, en fait, ça change tout. Et donc, ces métiers valent beaucoup et plus on les considérera, plus ils seront attractifs. Tu as dit une phrase, évidemment, je ne l'ai pas notée, donc je ne vais pas forcément bien la redire, mais sur une notion de proximité. En fait, c'est la proximité qui crée l'émotion et qui fait qu'il y a un engagement. Ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire si tu ne sais pas qui travaille pour toi, finalement, tu n'as pas d'engagement pour le produit aussi que tu achètes, quoi. Oui, j'irais même plus loin, parce qu'en fait, la proximité, c'est pour moi un élément hyper engageant, hyper impliquant et universel. On sait tous que le monde va droit dans le mur avec le réchauffement climatique. Pour autant, même si on le sait, même si on a conscience, en fait, ça ne suffit pas. Il faut qu'on vive les effets manifestes du réchauffement climatique, des tornades, des incendies, etc., pour réagir. De la même manière, un fumeur, il va avoir le cancer, sauf que c'est dans 30 ans. Donc, en fait, tant que le médecin ne lui dit pas tel cancer, il ne va pas arrêter de fumer. C'est dommage parce qu'en fait, dès le début, il sait qu'il devra arrêter de fumer. Mais il ne le fait pas, il ne le fait qu'avec la proximité de l'émotion, l'annonce du médecin. Le Rana Plaza s'effondre il y a 9 ans au Bangladesh, cet immeuble où il y avait plein de couturières à l'intérieur. En fait, c'est au Bangladesh, donc on est ému, oui,
mais on est ému 10 minutes. Après, on change de chaîne, on quitte les informations, on quitte le JT, et puis on tombe sur plus belle la vie, et puis ça y est, on est ému par d'autres choses. Et en fait, c'est vraiment ça qui rend, je crois, la proximité très puissante, très engageante, parce qu'en réalité, il ne suffit pas de savoir pour faire changer sa façon de consommer. On sait tous qu'on peut faire mieux sur plein de sujets. Pas prendre l'avion, consommer des légumes, 5 fruits, 5 fruits et légumes par jour, blablabla, tous ces trucs qu'on sait qu'il faut faire, mais on ne les fait pas. Par contre, quand on est ému, touché, et la proximité, ça touche tout le monde, c'est universel, ça nous émeut tous. Et ben en fait, ça nous fait agir non pas de manière intellectuelle, de manière émotionnelle. Et c'est pour ça que la proximité est si puissante, je crois, beaucoup plus puissante que n'importe quelle théorie ou conviction. C'est super juste. Et puis, on le vérifie encore avec l'Ukraine, avec ce qui se passe en Ukraine. On a l'impression que cette Exactement. proximité, elle nous rend plus émus de ce qui se passe pourtant partout ailleurs depuis des années dans d'autres pays, quoi. Ok, bah écoute, je sens qu'on va avoir plein de sujets à se raconter là pendant cette heure d'interview. Mais on va commencer par du très simple. Je pose toujours la première question à mes invités. J'aime bien qu'ils nous décrivent donc toi, que tu puisses nous décrire le petit Thomas que tu étais quand tu étais enfant. De quoi il rêvait? Tu avais envie de faire quoi dans ta vie? Tu avais un projet, un métier? T'étais comment? Alors, le petit Thomas, bon, il était assez transparent, il était normal. Il est toujours, j'espère, mais je veux dire rien de bien fou. J'étais très curieux, je me suis passionné pour plein de choses. Certaines passions furent extrêmement éphémères, mais pour autant très passionnelles. J'ai fait plusieurs sports différents à l'école, etc. J'ai fait des études techniques. Je suis informaticien de formation, j'ai un DUT télécom et réseau. Et puis, j'ai travaillé 4-5 ans dans l'informatique comme responsable informatique pour réaliser que je m'y ennuyais et que j'avais besoin de sens dans mon travail. J'ai pas de métier dans ma tête. C'est peut-être une nuance aussi par rapport à ton angle, à toi mais je veux pas avoir de métier en fait. Je me passionne pour plein de choses. J'ai pas envie de savoir ce que je ferai dans 5 ans parce que ça m'émerveille de vivre ce que je fais aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Et j'aime cet aspect découverte. J'aime cette aventure en quelque sorte. Bon, voilà, t'es pile dans le cadre du podcast quand même, parce que même si même si j'interviewe des gens qui sont passionnés par leur métier, il y en a qui ont fait plein de métiers avant d'y arriver. Et puis surtout, moi, ce que j'adore, en tout cas à titre perso, c'est justement d'être en contact avec des gens complètement différents qui m'embarquent dans des univers complètement dingues. Et justement, c'est le côté peu enfermant de tout est possible. Avec des reconversions, j'ai rencontré des gens qui se sont reconvertis à 50 ans, quoi. 60 ans même, d'ailleurs. Je trouve ça, Il n'y a pas d'âge. je trouve ça génial. Ok, donc, bon, alors tu vas du côté de l'informatique. Moi, j'aimerais bien aussi comprendre, tu vois, ce point de bascule. À un moment donné, tu t'es dit, ok, là, je suis plus heureux dans ce que je fais. Il y a eu un déclic. Tu vois comment cette transition s'est faite avec le monde de l'entrepreneuriat? Ça s'est fait de manière itérative. J'ai pas de moment où je me suis pas réveillé Eureka un matin en me disant oh là là, je plaque tout. Non, c'est le lent ennui dans l'informatique, le fait d'avoir fait le tour d'un boulot qui était très intéressant au début, mais au bout d'un moment, ça m'éclatait plus. L'envie aussi de mettre du sens dans son temps de travail. On travaille tous pendant au moins 40 ans et pendant 8 heures par jour. Si c'est soit pour s'emmerder, soit faire pour des trucs avec lesquels on n'est pas en phase, bon, faut changer de métier en fait. On perd son temps. Et moi, je supporte pas de perdre mon temps. Je veux pas perdre ma vie, elle est précieuse. Donc, je construis le chemin, je vais vers le chemin qui m'intéresse. Et c'est pas des coups de tête et c'est pas facile. C'est vraiment itératif au long cours. C'est un chemin hasardeux, tortueux parfois. Mais je sais où je vais. Donc, quoi que je rencontre sur le chemin, quels que soient les embûches, les aléas, les détours, peu importe, je ne suis pas en stress parce qu'en fait, je sais ce vers quoi je veux aller. Bon, ça, c'est super intéressant d'entendre ça et très rassurant. Tu t'es fait accompagner au moment de la bascule, au moment où tu t'es installé, je veux dire, est-ce que les choses, tu as eu besoin à un moment donné d'être accompagné d'autres personnes, d'être entouré? Oui, après, je ne l'ai pas fait de manière très formelle, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont structurantes et je dirais que la grosse différence entre le début de l'entreprise il y a 14 ans et demi et aujourd'hui, c'est qu'au début, je résistais au changement. Et maintenant, je cherche le changement, en fait. Quand on voit comment on évolue dans la vie, en grandissant, en vieillissant, en prenant de l'expérience, et qu'on voit le chemin que l'on a parcouru, comment on gère des aléas qui se reproduisent, comment on réagit, comment on dort en fonction de ce que l'on vit, etc.,
on s'aperçoit que finalement, cette expérience, elle est géniale. Et du coup, ça veut dire que c'est génial de changer. Et donc, si c'est génial de changer, il ne faut pas résister. Mais il faut vivre les conséquences heureuses du changement pour accepter finalement le changement et du coup ne pas chercher à résister à la vague, mais surfer sur la vague. Quand tu dis résister, c'était dans une notion d'un peu de combat, c'est-à-dire il y arrivait quelque chose en fait, forcément il fallait... Oui, il y en a plein, on dit de faire ça, puis toi, tu ne crois pas, ou alors tu veux faire comme ça parce que tu penses que c'est mieux, et puis en fait, non, ou alors tu as un principe et tu n'en déroges pas, alors que ce n'est pas forcément justifié. Bon, bah, toutes ces évolutions-là, plus celle de l'expérience, c'est-à-dire ben, à un moment donné, tu vis quelque chose, c'est la première fois que tu le vis, donc c'est chaud, tu essaies de ne pas trop perdre tes moyens, tu franchis l'aléa. Bon, bah, quand tu le revis, tu fermes plus les yeux, enfin, tu y vas un peu plus facilement, quoi. Et puis, du coup, par contre, tu vis une autre aventure que tu n'avais jamais vécue, qui est peut-être un peu plus ardue, bah, celle-là, à nouveau, elle te fait Vaciller. vaciller, mais tu tiens, et donc tu passes, et en fait, d'aléa en aléa, Ouais. bah, tes épaules, elles s'élargissent, ta clairvoyance, elle s'élargit aussi, et tout ça, bah, ça fait que tu es capable de faire plus avec moins, de faire mieux, en tout cas. Et cet apprentissage-là, c'est notre évolution de femmes et d'hommes. Mm. Et je trouve qu'en fait, si on salue ça, si on kiffe évoluer, grandir, en fait, ça veut dire qu'on accepte, qu'on aime changer. Et je trouve que comme c'est très difficile de changer ses habitudes, ses réflexes, etc., et on met souvent du temps, et moi-même, hein, et très souvent encore aujourd'hui, on est en résistance avec des trucs qui ne sont pas encore très au clair en soi, etc. Je trouve que c'est bien de positionner à sa juste place le changement. C'est beaucoup plus de plus que de moins. Donc, en fait, il ne faut pas résister, il faut évoluer. Ouais, c'est super intéressant, mais bon, moi j'ai vraiment la sensation que depuis que j'ai fait 25 ans de salariat et 2 ans d'entrepreneuriat, j'ai l'impression d'apprendre plus en 2 ans qu'en 25 ans. Effectivement, tu t'aperçois que finalement tu finis par te regrouper entre gens qui se ressemblent et c'est quand même super sclérosant. Et même si tu as l'impression d'apprendre techniquement, tu apprends beaucoup moins personnellement et je trouve que les deux sphères se mélangent à mort, quoi. C'est-à-dire que toute complication et toute complexité business, tu apprends un truc sur toi perso. D'ailleurs, je trouve que tu développes vachement plus le perso. Que ça, je te rejoins. Et en même temps, ce que je trouve super compliqué pour le vivre aussi, c'est qu'on nous donne des directives ou des conseils complètement contradictoires. On nous dit, sois agile, accepte la vague, et en même temps, on te dit, un patron, c'est quelqu'un qui est visionnaire et qui va savoir garder le cap. Donc tu dis, bah, attends, j'accepte la vague, je surfe ou je continue, et tu vois. Et c'est ça que je trouve super aussi compliqué, c'est de savoir à quel moment il faut savoir vaciller et puis changer de cap, et un autre où il dit non, 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 contre vents et marées, j'irai jusqu'au bout, parce qu'on a des exemples comme ça qui disent que c'est vachement ça qu'il faut faire. C'est ça, chaque choix est un risque. Et du coup, et on se trompe. Et c'est la vie. Et on a le droit de se tromper, même si on est entrepreneur. Et même par rapport à ses équipes, on a le droit de se tromper, comme tout le monde. On n'est pas parfait. Et je pense que c'est important de le dire à tous, aussi même aux collaborateurs, qu'on a chacun des responsabilités complémentaires, on est une équipe, et que chacun dans ses responsabilités peut faire des erreurs. Alors, l'erreur, une fois, c'est pas grave, parce qu'en fait, si on est dans le bon état d'esprit, on l'a fait qu'une fois, on apprend, donc on est meilleur après qu'avant. Par contre, l'erreur répétée, ça, c'est ça qui est problématique. Quelle que soit sa place dans l'entreprise, qu'on soit patron ou pas patron, ça ne change rien. L'important, c'est pas répéter les erreurs, c'est pas de les vivre. Bon, tu veux mettre du sens dans ta vie et dans ton métier, ça veut pas pour autant dire que tu es entrepreneur, tu vois. Donc, à quel moment tu te dis, bon, bah, ça signifie que je veux créer ma boîte, et puis après, j'aimerais bien comprendre pourquoi dans la mode, pourquoi, tu vois, comment l'entonnoir s'est fait, quoi, jusqu'au projet. Alors déjà, il y a eu l'ennui de l'informatique. Ensuite, donc moi, j'ai grandi à Vorep, c'est une petite ville près de Grenoble. Et mes grands-parents ont toujours habité à Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure. Et de tout temps, j'ai toujours été attaché à leur maison. Et à leur fin de vie, je voulais pas qu'on la vende. Donc, du coup, je me suis toujours dit, depuis le collège, je pense, que je vivrais à Romans. Parce qu'on y allait tous les week-ends, enfants, qui avaient mes grands-parents, etc. Et en fait, à côté de la maison de mes grands-parents, il y avait la maison du cousin de mon grand-père, dont mes parents avaient hérité, dont ils ne faisaient rien. En face de cette maison du cousin de mon grand-père, il y avait un grand centre commercial qui s'appelle Marc Avenue, qui vend du déstockage de plein de marques de mode. Et comme moi, je voulais habiter à Romans, que je voulais plus être dans l'informatique, je n'avais donc plus de métier ou de domaine d'activité. Cette maison était disponible. Et donc, je me suis dit, je vais ouvrir un magasin, vu que c'est placé en face d'un centre commercial.
ce centre commercial fait de la mode, donc je vais faire un magasin de mode. Et moi, je veux du sens dans mon travail, donc je veux faire de la mode éthique. Et c'est comme ça que, pour le fond, je suis arrivé dans la mode éthique et dans la mode en général, parce que je ne connaissais rien ni à la mode, ni au commerce. Et voilà, j'avais la chance d'être nourri, logé, blanchi par ma grand-mère. Et du coup, donc à 26 ans, je suis venu vivre chez ma grand-mère. Et c'était super. Et en fait, comme j'avais pas besoin de beaucoup de revenus parce que j'avais quitté dans de bonnes conditions mon précédent emploi et que j'avais très peu de charges, du coup, et ben en fait, j'ai eu le temps d'apprendre grâce à ma grand-mère, puisque du coup, j'avais pas besoin de grands revenus. Et voilà, j'ai appris sur le tas. Ok, c'est génial ça. C'est un entonnoir hyper rationnel, hyper logique Ah et tout oui, ça, hein. un Ah ouais, entonnoir c'est... d'informaticien. Ouais, j'allais dire ça, mais très marketing aussi, hein, parce que du coup, c'est vachement d'études de l'environnement, quoi, qui t'a fait prendre cette décision. Bon, alors, C'est c'est du marketing subi en quelque sorte, hein. Il y aurait eu ça aurait été une rue où il y avait des restaurants, peut-être j'aurais fait un restaurant bio. C'est vraiment pas, c'est pas une étude de marché qui m'a amené à faire ça. C'est ouais, les conditions du lieu. ok. Bon, mais après, il y a le passage de mode éthique, enfin, de ta boutique, pardon, jusqu'à 1083. Donc là, tu précises, tu es dans l'environnement du jean. Là aussi, il y a encore une nouvelle bascule. Si tu veux bien nous l'expliquer aussi. Oui, oui, bien sûr. L'apprentissage de la mode, il est très intéressant à plusieurs titres. Déjà, j'avais un certain mépris de la mode parce qu'en bon informaticien, je n'étais pas du tout attaché à la manière de m'habiller. C'est un peu le premier t-shirt qui était sur la pile qui l'emportait à chaque fois. Et en fait, je vivais le vêtement comme quelque chose de très rationnel, juste pour pas être tout nu. Et en fait, c'est en découvrant la passion des gens pour la mode que je comprenais pas au début, et en m'intéressant à l'histoire de la mode, que je me suis aperçu que quand on était tous tout nus, quand on était des hommes et des femmes préhistoriques, on vivait dans des grottes, on était tous poilus, et physiologiquement, on n'avait pas besoin de vêtements. Et pourtant, déjà, on se parait de bijoux, de tentures, de tatouages, qui n'avaient donc pas vocation à nous protéger de quoi que ce soit, puisqu'on était équipés naturellement pour se protéger du chaud et du froid, comme un chien, comme un chat, comme des animaux. Et en réalité, du coup, si on s'habillait, si on se parait, c'était pour un enjeu émotionnel identitaire, pour un enjeu de conscience. Et donc, c'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'a énormément marqué de réaliser qu'en fait, la mode ne répondait pas à un enjeu utilitaire, mais de manière archaïque, répondait à un enjeu identitaire. Et donc, j'ai compris pourquoi le marketing, la mode, le style, l'image comptaient au ce point dans le business de la mode. Parce qu'en fait, c'est la raison d'être initiale, originelle, du fait de se vêtir. Et donc, j'ai arrêté de mépriser cette société de consommation, etc., tout ce qui n'est pas rationnel dans la mode, parce qu'en réalité, à partir du moment où l'homme est devenu homme, il a eu une conscience et il a eu envie, besoin, avant même d'avoir besoin de se protéger du chaud ou du froid, il a eu besoin de parler avec ses vêtements. Et donc, ça m'a fait comprendre le pouvoir, le média que peut être chaque vêtement que l'on porte, qu'est chaque vêtement que l'on porte. Ça, c'est le premier apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est que avec mes petites idées de sens, je voulais faire du bio, du commerce équitable, des choses comme ça. Et c'est important, le fond, mais par rapport à ce que j'ai dit juste avant, la forme l'est encore plus. Et donc, tout le monde est contre les pesticides. Donc, personne n'a rien à redire pour le bio, puisque tout le monde est contre les pesticides. De la même manière, tout le monde est contre le travail des enfants. Donc, du coup, tout le monde est pour le commerce équitable. En vrai, pour autant, si le commerce équitable et le bio, il y a 14 ans, représentaient si peu de marché, de visibilité, c'est parce que les vêtements étaient pas beaux. Le bonnet péruvien, c'est pas très populaire. Et c'est normal. Enfin, voilà, ou le poncho, chacun son style. Mais du coup, le média bonnet péruvien, poncho péruvien n'est pas aussi populaire que d'autres idées, que d'autres vêtements. Et si on met nos idées dans des vêtements peu populaires, les idées restent peu populaires. Et donc, lorsque les fournisseurs de marques éthiques que je distribuais, qui faisaient ces vêtements un peu ethniques, puisqu'il y avait que ça à l'époque comme vêtements éthiques, lorsqu'ils ont fermé, pour pas fermer moi-même, alors que je commençais à comprendre le sens de la mode et le métier de commerçant, je me suis dit, je vais continuer à porter mes idées et mes valeurs, mais sauf qu'au lieu de les mettre sur des ponchos péruviens, je vais les mettre sur un vêtement que tout le monde porte. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au jean, qui est en plus un produit plein de sens, plein de richesses, plein de trucs contradictoires. Enfin, c'est passionnant. Et comme c'est le produit le plus mondialisé, le plus concurrentiel, le plus polluant qui existe dans la mode, je me suis dit, je vais essayer de reconstruire la filière, de le refaire en France le plus possible, en bio,
et le plus beau possible, qui fasse des plus jolies fesses possibles pour que ce jean séduise, fasse se sentir bien les femmes et les hommes qui le portent, et du coup, réponde à l'enjeu originel d'un vêtement, c'est-à-dire de se sentir bien, d'être un beau média de soi-même, et dans la forme et dans le fond. Pas faire de compromis parce que tu t'habilles en bio, quoi, en gros. Exactement. Sur l'esthétique. Pas de Exactement. compromis sur l'esthétique. Génial. Ok. Donc, en gros, tu te dis, je remets à plat, en fait, toute la filière du jean. Déjà, tu t'attaquais pas à un petit truc, un petit os. À la base, c'est pas fort. Je le formulais pas comme ça dans la tête. Au final, c'est ce qu'on est en train de faire depuis 9 ans. Mais quand on a démarré, c'était une campagne de financement participatif sur Ulule. À l'époque, le financement participatif était peu populaire. Le Made in France, encore moins. On n'en parlait pas comme aujourd'hui. Donc voilà, moi j'étais commerçant dans mon magasin avec mon petit frère à Romans. Le but, c'était de vendre 100 jeans à mes clients et à ma famille. J'imaginais pas une seconde que la campagne prendrait cette tournure-là. Et si aujourd'hui, on en est à recréer une filière complète, que si on a créé 250 emplois dans la filière, dont 100 emplois directs, avec 60% d'ouvriers, c'est la simple conséquence des commandes toujours plus importantes de nos clients. Donc en fait, c'est pas nous qui créons des emplois, c'est pas nous qui recréons la filière, c'est les achats des consommateurs français qui ont décidé d'acheter un jean 1083 parce qu'il est filé, teint, tissé, coupé, cousu en France et que ça fait sens pour eux. Alors, du coup, tu choisis aussi ce nom 1083 que je trouve super intéressant. Alors, pour tout te dire, je l'ai découvert en préparant quand même l'interview. Je suis quand même un peu débile. Donc, c'est en regardant le site, je me suis dit, ah, mais oui, mais 1083. Je m'étais même pas posé la question du pourquoi ça s'appelait 1083. Je fais du marketing quand même depuis 20 ans. Donc, je sais pas pourquoi. Je suis passée à côté et j'ai trouvé ça génial. Tu veux bien nous l'expliquer? Oui, alors moi j'ai toujours ce chapeau de la proximité que je trouve magique, quoi. Je vois pas vecteur plus engageant que la proximité. Et en 2012, quand j'imagine la marque, le Made in France, c'était très Marine Le Pen. En fait, avant qu'Arnaud Montebourg ne dépolitise le Made in France avec son robot Seb et sa marinière, finalement, le Made in France, c'était un peu la chasse gardée des extrêmes, quoi. Et moi, ça m'allait pas. Je voulais pas qu'on m'assimile à ça. J'étais juste pour la proximité, pour le commerce local, pour la map du coin, quoi. Du coup, j'étais un peu gêné par le côté France, à tort, hein. Évidemment, depuis, je me suis dit, mais non, mais il faut surtout pas laisser le drapeau bleu, blanc, rouge à Marine Le Pen, et il a tout le monde. Donc, j'ai le droit de le prendre moi aussi, je vais le revendiquer, mais avec d'autres valeurs que celles de l'extrême droite. Mais à l'époque, j'étais gêné, j'avais peur qu'on m'assimile à ça. Et du coup, j'ai cherché à parler de proximité autrement. Et donc, je me suis amusé à chercher la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Et donc, c'est un ami, Pierre-Olivier, qui m'a trouvé avec Google Maps la distance entre Menton au sud-est et Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, voilà, on a trouvé notre démarche qui est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients, où qu'ils habitent en France. Ouais, voilà. Quoi qu'il arrive, ton jean ne fera pas plus. Alors que le jean traditionnel, je crois qu'il fait plus de 65 000 km en général, parce qu'il va dans 15 pays en fonction de la confection, du bouton, etc., quoi. Et du coup, justement, je crois que pendant t'as fait une campagne justement l'été 2014, non, c'est ça, où t'as fait tout un périple en vélo. Est-ce que c'était lié à ta campagne Ulule, etc., pour lancer un peu? Alors, dans le contexte, en 2013, quand je lance la campagne, je ne suis pas du tout sûr d'y arriver parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple de succès comme ça, fou. Donc, je fais deux choix, mais à moi-même, en fait, pour rire pour moi-même, pour donner de la légèreté à cette ambition. La campagne démarre le 25 mars et donc je la fais terminer le 28 mai. C'est le jour de mon anniversaire, en me disant, au pire, si ça merde, au pire, je fêterai quelque chose. Au pire, c'est mon anniversaire. Mais ça, personne ne le savait, évidemment. Et le deuxième truc, c'est que j'avais dit pour rire, je veux vendre 100 jeans, mais si on dépasse les 1083 précommandes, ce qui était impossible au démarrage, voilà, c'est vraiment pour rire, quoi. J'aurai plein de sous, donc je m'achète un vélo et je relie Menton à Port-Spoder en vélo. C'est génial. Et sauf qu'en fait, 2 mois après, c'était plié, on avait dépassé les 1083 précommandes. Donc, du coup, l'été d'après... Et tu avais communiqué là-dessus sur genre ce pari fou, quoi, pendant la campagne? Tu avais dit, si jamais les gars, je dépasse, c'est pour moi, quoi. Ouais, on le voit dans la campagne, elle est encore en ligne. Et on voit, si on dépasse les 1083, tu tapes Ulule 1083, tu dois voir, tu verras la vidéo. Enfin, c'est pas beau, hein, c'est vraiment, ça date, quoi. C'est vieux, mais c'est plein de sens pour nous, toujours. On n'a pas changé d'un iota l'objectif. Et comme j'avais dit que je le ferai en vélo, je l'ai fait en vélo l'été d'après. Alors ça, c'était cool aussi, c'était de Menton à Port-Spoder.
Et donc, j'avais envoyé un email à tous les clients qui se trouvaient le long du parcours. Et donc, la journée, on pédalait entre deux villes. Et le soir, on était hébergés chez des clients qui nous avaient passé une précommande. Donc, c'était génial de se rencontrer. Par contre, ce que je n'avais pas anticipé, j'avais anticipé que ça ferait un peu d'effort en termes de vélo. Ça fait à peu près 100 km par jour. Mais je n'avais pas anticipé les soirées qui m'attendaient à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est que les gens, ils sont super contents, mais eux, le lendemain, ils dorment, quoi. C'est ça. Et nous, il fallait rouler. Mais bon, c'était génial. Hein. C'était absolument génial. Bon, a priori, t'es arrivé en vie à la fin du parcours, puisque t'es là avec nous. Donc, du coup, t'as réussi à pas te fixer une ambition tellement dingue. T'as gardé cette légèreté au démarrage. Parce que tu sais, t'es aussi dans un sentiment un peu particulier. Quand tu lances un business, t'es à la fois dans une ambition et t'as ta vision. Ta vision, ton étincelle, tu te dis, waouh, c'est génial. Tu vois, elle est encore vachement grosse, cette étincelle, cette flamme. Et en même temps, cette flamme, elle peut être aussi hyper paralysante parce que tu peux dire, waouh, les enjeux sont tellement énormes, comment je vais faire? Et si je me plante? Et si les gens, si j'échoue? Et toi, tu as réussi à garder ce côté un peu, tu sais quoi? On verra bien ce qui se passe. C'est assez simple. J'ai démarré la boîte pour moi. J'ai eu un contexte plutôt favorable avec le chômage et le fait d'avoir peu de loyer, peu de frais avec ma grand-mère. Et donc, en fait, j'ai pas pris de risque financièrement. Le seul risque que j'ai pris, c'est de perdre du temps. Mais si on considère que prendre du temps, c'est apprendre des choses, j'ai pas pris de risque, en fait. Ouais, ouais. Et je suis parti de zéro. Donc, en fait, même là, aujourd'hui, on est 105 dans l'entreprise. C'est absolument incroyable du point de vue d'où on est parti. Avec 60% d'ouvriers, on file, on tisse, on coupe, on confectionne des jeans. C'est improbable. Mais je me mets aucune pression. J'ai pas moins de droit que les autres de l'équipe de faire des erreurs. Et je me dis dans ma tête, bien sûr, je veux pas en faire. Je fais tout pour faire aucune erreur ou aucune erreur grave. Mais je me dis dans ma tête que si un jour, par des faits extérieurs ou par des mauvais choix de ma part, tout devait s'effondrer, bien sûr en étant honnête, hein, pas en étant tordu, hein, mais si un jour tout devait s'effondrer, ben, au pire, j'aurais été pendant quelques années créditeur d'emploi avec tout l'écosystème qu'on aura créé. Donc, comme je suis créditeur aujourd'hui, au pire, je retombe à zéro. Parce que si je pense pas comme ça, je dors plus en fait. Ou alors, je ne prends plus aucun risque. Mais sauf qu'on existe parce qu'on a pris des risques. Donc, en fait, si on veut continuer d'exister et de développer, il faut accepter de prendre des risques. Et si on prend des risques, il y a des risques justement que ça se passe pas comme prévu. Mais c'est très juste, et il y a une part d'inconscience aussi de se dire, tu es quand même face à des gens. Il y a aussi cette petite phrase, si personne l'a déjà fait, c'est que c'est hyper compliqué ou infaisable, ou tu vois, il y a aussi cette petite phrase qui peut te paralyser aussi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quoi. Oui, mais c'est injuste à soi-même en fait. C'est-à-dire que on se met des propres limites. Et je pense qu'en fait, ça sert à rien de s'en mettre. En réalité, ça sert à quoi de s'en mettre? Il faut bien penser, ça c'est important. Il faut essayer de penser à tout, il faut essayer de se projeter, il faut créer tout ça. Mais se limiter, non, en fait, pas. Enfin, a priori, non. Bien sûr, par les faits, la réflexion, les essais, oui, il ne faut pas être fou. Mais se limiter a priori, non, ça sert à rien en fait. Donc Ça moi, sert à rien, en fait, c'est contre-productif, ouais. quoi. Donc par contre, et si quelqu'un l'a déjà fait, ben il y a peut-être des choses à apprendre. Si quelqu'un l'a jamais fait, il y a peut-être des choses à apprendre aussi. Mais c'est pas un élément qui fait que ça peut se faire ou ça peut pas se faire. De la même manière que il y a des choses très inspirantes un peu partout. Un enfant qui tombe dans le magasin et sa maman le gronde parce qu'il est tout sale, bah, c'est inspirant au moins pour se dire que bah, à cet endroit, le ménage n'a pas été très bien fait. Donc en fait, il y a des signaux faibles de partout. Et donc, je pense que c'est important d'écouter tout le monde. Et tout autant important de s'écouter soi-même ou d'écouter personne et cheminer là-dedans, prendre ses responsabilités, faire des choix, essayer, accepter de se tromper et avancer. Bon, et pour revenir à ton business, du coup, tu dis depuis tout à l'heure, tu maîtrises l'ensemble de la chaîne de production. C'est hyper important, et notamment par rapport à ce qu'on va se dire sur les métiers ensuite. Tu veux bien nous expliquer ce que ça signifie? Parce que je crois qu'il y a 6 ou 7 étapes dans la fabrication d'un jean. Et toi, ton objectif, c'est de faire en sorte que toute cette chaîne-là, elle soit maîtrisée en local. Le but, c'est de le faire le plus local possible. Dans le textile, on a deux types d'entreprises généralement. Celles qui font tout, elles deviennent très rares aujourd'hui, c'était le modèle des 30 Glorieuses. Et celles qui font rien, c'est-à-dire c'est des agences de com. Ce qui est logique, puisque, encore une fois, on l'a dit au début, la mode, c'est de la com. Le truc, c'est que ces deux modèles sont fragiles. Si on n'est que de la com, en fait, et qu'on n'est pas sachant des savoir-faire ou des technologies qu'on peut utiliser, eh ben, on est limité, ce qui est un problème, on le disait avant, par les autres. Donc, en fait, on ne peut pas faire plus que ses confrères ou ses concurrents, puisqu'on a tous les mêmes limites, celles des autres.
À l'inverse, si on veut tout faire, et ben en fait, on a une limite, c'est que c'est ses moyens et ses capacités. Et on n'est pas agile. Et en plus, c'est très capitalistique, ça coûte très cher de monter ces usines. Et puis, s'il y a des changements, on n'est pas agile. Donc, en fait, pour moi, ces deux solutions sont pas robustes, sont pas raisonnables, sont pas pertinentes, sont pas efficaces. Et je crois dans le mélange des deux. C'est-à-dire former non pas une chaîne avec un seul maillon par métier, mais former une sorte de code de maille où il y a plusieurs maillons par étape, de telle sorte que si un maillon casse, la chaîne ne s'effondre pas, puisqu'il y a des maillons au-dessus et en dessous pour reprendre la charge. Et si on veut travailler avec plusieurs maillons, par exemple plusieurs ateliers de confection, plusieurs tisseurs, on peut prendre le risque de tout sous-traiter aux uns aux autres, mais on n'est pas sachant. Donc, on a un mauvais client finalement, parce qu'on peut se faire berner ou on est limité encore une fois par ce que peuvent faire ceux qui ont travaillé. Soit on se dit qu'en même temps qu'on fait faire à des partenaires sous-traitants le travail, on apprend à le faire nous-mêmes. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en intégrant chaque métier, on devient sachant, on devient innovant, on devient liant avec nos confrères. Et là, on forme vraiment une filière, on participe à la fondation d'une filière. Et ce fonctionnement en écosystème, on appelle ça la perma-industrie. C'est un mot qui est venu à nous. La permaculture, enfin, on l'entend. Ouais, c'est issu de la permaculture, exactement. Ouais. En fait, l'idée, c'est que quand on regarde l'état du monde, ben, notre civilisation va peut-être beaucoup souffrir de ses vices, mais la nature ne perdra jamais. En fait, elle va rebondir. Qu'il y ait des météorites, des feux, des réchauffements climatiques ou pas, la nature sera différente, elle va évoluer, elle va s'adapter, mais c'est nous qui allons souffrir, c'est pas la nature. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, le modèle ultime de résilience, c'est la nature. Et la traduction agricole de cette nature, c'est la permaculture, où on organise son jardin ou ses plantations en complémentarité les unes des autres pour qu'elles se protègent et qu'elles se nourrissent mutuellement. Une forme d'écosystème autonome, à petite échelle. Et donc ça, c'est la traduction artificielle de la nature, mais c'est agricole. Et donc, nous, on s'est dit, dans l'économie, dans la vraie vie, de la production de services ou de produits, il fallait qu'on s'en inspire aussi et qu'on développe l'adaptation de la nature et de la permaculture à l'industrie et à l'économie, la perma-industrie, où il s'agit juste d'organiser notre économie, notre fonctionnement, en complémentarité les uns des autres, en se nourrissant mutuellement, en se protégeant mutuellement, parce que c'est plus efficace, c'est plus robuste, tout simplement. Et donc, c'est un concept qu'on développe avec des confrères pour en faire la pédagogie, parce que on s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus durable. Et attends, et tu parles de confrères, c'est d'autres entrepreneurs comme toi, c'est ça? Oui, là, on prépare un livre avec Éric Boel, qui est le fondateur des tissages de Charlieu, qui fait du tissage. C'est le tisseur avec lequel j'ai démarré en 2013. Et puis, à force de se compléter, on a imaginé ce mot et on l'a défini. Et là, on essaie d'en faire la pédagogie parce qu'on se rend compte que tout le monde a des pratiques de perma-industrie sans le savoir et qu'en fait, le principe de la perma-industrie, c'est juste de faire des choix par rapport à ce principe-là pour qu'au fil du temps, tout l'écosystème des choix qu'on a à faire en réfère à la perma-industrie, de sorte que finalement, on forme une activité cohérente avec nos parties prenantes. Et ce qui est génial, c'est que du coup, vous essayez de prendre du recul pour que ton système, le système que vous êtes en train de mettre en place sur l'univers du jean, finalement, soit réplicable dans d'autres industries. Bon, et voire même, pas que l'industrie d'ailleurs, j'imagine. Bon, ça, on reparlera justement de la suite. Alors, dans les étapes vraiment du jean, c'est ça qui est aussi super intéressant. Il y a plein d'étapes que tu as. C'est comme si tu avais saucissonné toutes ces étapes et tu t'es dit sur chacune de ces étapes, comment je peux faire en sorte qu'elles respectent nos valeurs locales, mais aussi éco-responsables. Et est-ce que tu veux bien nous prendre des exemples, en fait, justement, sur chacune des étapes? Moi, j'ai vu les lasers, par exemple, j'ai vu la teinture, j'ai vu que, alors je sais pas, peut-être que ça a changé, mais tu te cassais la tête sur le coton bio, que c'était compliqué sur les rivets. Enfin, tu vois, tu as décomposé l'ensemble des étapes et petit à petit, tu as fait en sorte de régler les soucis à un. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pas d'être parfait, c'est vraiment c'est l'amélioration continue, c'est ça l'aventure. Pour faire un jean, il y a 8 étapes. La production de la matière première, la filature, la teinture, ensuite le tissage, c'est là où on fabrique le denim. Ensuite, c'est l'ennoblissement, c'est le traitement du tissu pour qu'il soit stabilisé, qu'il ne dégorge pas. Ensuite, on coupe ce tissu, on le confectionne et à la fin, on délave le jean. Et ces 8 étapes, on peut les faire de manière crade, et c'est ce qui est le moins cher et c'est ce qui est le plus facile, ou on peut le faire de manière
le plus responsable possible pour l'environnement, pour les gens, le plus équitable aussi possible. Et donc, à chaque fois, pour chacune de ces étapes, on se pose des questions pour que ce soit le plus éthique possible. Donc, pour le coton, on choisit du coton bio de Tanzanie parce qu'en fait, la Tanzanie, c'est un pays qui est naturellement très bien irrigué en eau. Donc, comme c'est bio, on ne souille pas l'eau, on ne la pollue pas parce qu'il n'y a pas de pesticides. Et comme c'est l'eau qui tombe du ciel, on n'a pas les problèmes d'irrigation artificielle du coton lorsqu'il pousse dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce qu'en fait, le coton, comme toutes les cultures, c'est pas une culture qui pose des problèmes en soi, si elle est adaptée au climat. Mais si on voulait faire pousser du lin en Égypte, comme on fait pousser du coton, ça serait une catastrophe écologique pour l'eau consommée aussi. Or, ça pousse en Normandie parce qu'il y a de l'eau. Donc, c'est cette adéquation entre la culture et le climat qui est important. Ensuite, pour la partie filature, on le fait en France, ça c'est mécanique. Donc, rien que de le faire en France, on profite d'une énergie décarbonée. Donc, c'est très bon pour l'impact carbone par rapport à une production en Allemagne ou en Chine qui ont des productions plus carbonées. Et ensuite, la teinture, là, on le fait en partie en France, en partie en Italie pour les teintures indigo, parce que ça n'existe plus en France. À chaque fois, c'est certifié Ecotex ou DOLTS. Ensuite, on tisse en France. Ensuite, on coupe en France. Ensuite, on confectionne en France. Et à la fin, le délavages est une partie spectaculairement polluante, puisque du coup, on utilise beaucoup de chimie, beaucoup d'eau, beaucoup de sablage. Et nous, on utilise une technologie laser qui est maintenant assez répandue partout dans le monde, mais qui, il y a 6 ans, quand on a investi dans le matériel, n'existait pas en France, très peu en Europe. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une solution éthique, on fonce vers elle parce qu'en réalité, l'éthique est inéluctable. C'est forcé qu'au bout d'un moment, un problème va s'améliorer. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire du monde ou l'histoire de la France depuis 100 ans, 50 ans, on progresse. Alors, bien sûr, il y a des sujets sur lesquels on parfois régresse, mais sur le temps long, on progresse. Donc, ça veut dire que l'éthique est inéluctable. Et si c'est inéluctable, autant en être les leaders, donc investir sur le sujet, plutôt que de résister et risquer d'en être les ringards. Donc, c'est pour ça qu'on cherche les meilleures solutions possibles. C'est parce qu'on pense qu'en plus, au-delà du sens que ça représente pour nous, on pense que c'est des bons choix d'avenir pour l'activité qu'on développe. Mais c'est vrai que j'ai vu, moi, des vidéos, et j'invite, ou je laisserai les liens, en fait, en commentaire de l'épisode, mais sur toute la recherche pour aller chercher la machine qui n'était plus en France, qui va te permettre de tisser. Alors, c'est des jeans, comment ils s'appellent? Je vais pas retrouver le nom de... Si, les jeans Selvage. T'es allé chercher dans un garage une machine qui allait partir à la benne, que t'as restaurée, enfin, pas que toi, mais évidemment avec les personnes qui étaient propriétaires et anciennement utilisateurs de la machine. Enfin, il y a vraiment des aventures, en fait, très très particulière et très concrète dans tout ça. Et c'est ça que je trouve génial. Et alors, tu vas aussi plus loin puisque vous lancez quand même le premier jean consigné. Ça, j'ai trouvé ça génial. Est-ce que tu veux bien aussi nous expliquer le concept? Et je crois que c'est aussi une des solutions par rapport au coton qui est difficilement localisable. Oui, c'est ça en fait. On a presque tout relocalisé sauf la matière première. Pour relocaliser cette matière première, il y a des solutions agricoles qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas massives, puisqu'à partir du moment où on passe dans une monoculture massive, on est problématique pour les terres sur lesquelles ça pousse. Donc, de manière agricole, on aime la diversité. C'est pour ça qu'on fait du coton bio, du lin, qu'on essaie du chanvre, etc. Par contre, il y a une matière première qui est disponible en énorme quantité et dont on ne sait pas quoi faire, c'est nos déchets, nos vieux vêtements ou nos vieilles bouteilles en plastique. Et donc, avec les vieux vêtements, on a développé une technologie qui permet de détisser des vieux jeans pour produire du coton et refaire du coton recyclé pour refaire du fil et du tissu avec. Ça, c'est le projet qu'on appelle Mon Coton. Et ensuite, il y a le projet du jean infini, qui est l'idée de, puisqu'il y a des déchets de plastique avec du polyester, et si on les enfermait dans une boucle d'économie circulaire fermée, c'est-à-dire où la poubelle n'existe plus, puisqu'en fait, le produit en fin de vie devient la ressource du même produit neuf. Et donc, on a trouvé une filature tout proche de la France, puisqu'il n'y a pas de filature polyester en France, qui s'appelle Antex en Espagne, qui fait du polyester recyclé. Ce polyester recyclé, on fait des jeans avec, du tissu. Donc, c'est un jean qui est recyclé, recyclable et consigné. Donc, c'est très innovant. Mais en fait, ces trois innovations ne sont pas du tout innovantes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça la leçon du truc, c'est qu'en fait, faire un vêtement recyclé, la veste polaire en bouteille plastique recyclée, elle existe depuis 30 ans. Donc en fait, faire un jean recyclé en polyester recyclé ou un vêtement en polyester recyclé, c'est pas du tout compliqué, c'est un truc qu'on maîtrise dans l'industrie. Ensuite, faire un produit recyclable, pareil, c'est facile, il suffit qu'il soit monomatière. Donc que le fil à coudre, les étiquettes et les boutons soient en polyester. Pareil, ça se trouve sur le marché, ça existe. Et troisième point, du coup, puisque c'est recyclé et recyclable, autant le récupérer en fin de vie pour être sûr de recycler le produit recyclable.
Et donc, là, pareil, on a pris un truc encore moins innovant, encore plus vieux, la consigne. La bouteille consignée, quoi. Exactement. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qui est l'ironie du truc, c'est qu'en fait, en faisant peut-être un des produits les plus innovants de la mode ces dernières années, parce que dans le monde, on n'a pas vu d'équivalent, en réalité, c'est la somme de 3 non-innovations. Et ça montre à quel point, quand on fait de l'économie circulaire, l'important de son activité, on trouve des solutions. Alors tout à l'heure, tu disais vous avez créé 250 emplois. J'étais restée à 200, donc je pense que ça augmente assez rapidement. Est-ce que tu veux bien justement nous décrire la nature des métiers, tu vois, que vous avez créés, pour qu'on essaye de comprendre. Je crois qu'aussi c'est des emplois qui sont très locaux dans certaines régions qui étaient quand même un peu en difficulté. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça? Oui, alors une des particularités de 1083, c'est que comme les ventes de jeans, grâce à nos clients, se sont développées, mais qu'on manquait de capacité en France pour le faire, puisqu'il n'y avait plus de filière, le but c'est de reconstruire la filière, et bien, en fait, on a dû s'y mettre, puisqu'il n'y avait pas. Donc, on est commerçant à la base, e-commerçant par la force des choses, donc ça fait déjà 2 métiers, avec de la vente, de la logistique, de la gestion, de la compta, des achats liés à ces métiers-là. Ensuite, on est marque, puisqu'on a créé en 2013 1083, qui nous a demandé de développer des compétences en création, en style, dans notre capacité à partager ce que l'on vit. Non pas inventer des histoires que l'on storytell, mais juste partager la nôtre. Ensuite, on est devenu confectionneur. Donc, on a acheté des machines à coudre, on a appris à être couturier, couturière. Ensuite, on a notre fournisseur de tissus qui était en redressement judiciaire dans les Vosges. On l'a repris en 2018, Valerie Industrie, donc on est devenu industriel. Et là, maintenant, on devient fabricant de matière avec le métier de recyclage des vieux jeans. Donc, en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers différents pour 250 emplois, dont 100 emplois directs. Et c'est ça la richesse et en même temps la difficulté de nos enjeux, c'est qu'on apprend tout ce que l'on vit. Il y a peu de modèles, il n'y a pas beaucoup d'existants en France, notamment pour la confection, pour la filature. Donc, on se réinvente. Il y a des choses qui marchent bien du premier coup. Il y a plein de choses qui marchent pas bien du premier coup. Mais est-ce que tu allais rechercher, tu vois, des compétences? Tu vois, j'ai imaginé que tu avais pu aller chercher des gens qui bossaient dans ce secteur il y a quelques années, qui avaient perdu leur métier, qui étaient passés à une autre vie. Est-ce que tu allais chercher des compétences, je sais pas, dans des pays étrangers parce que eux continuent de confectionner ou eux continuent de produire, tu vois? Parce que bon, t'es pas reparti de zéro quand même, j'imagine quand Ça même. dépend des métiers. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'est pas reparti vraiment de 0 et c'est salutaire. Des fois, ça tient à une personne. Là, maintenant, on a plus de 25 personnes en confection en interne. On était 0. C'est l'atelier de Marseille avec lequel on a démarré, l'atelier de confection de Marseille, où ils étaient 2, où vous n'avez plus que du prototypage, qui a accepté de faire nos premiers jeans au début, parce que c'était 100. Donc, c'était à leur portée. Bon, quand on est revenu avec 1000, on s'est adapté. Ils ont créé de premiers emplois, etc. Eux nous ont formés. Finalement, c'était la première étape de la perma-industrie. Et ensemble, on a formé d'autres ateliers et petit à petit, le réseau d'entraide et d'ateliers de confection se développe. Et du coup, aujourd'hui, comment vous faites pour trouver les bonnes personnes? Et est-ce que vous avez des difficultés à justement retrouver des profils dans des métiers plus ouvriers ou plus opérationnels? On a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures spontanées par le projet, en fait. Donc, du coup, ça, c'est vraiment une chance et ça montre à quel point le sens que l'on peut mettre dans son activité professionnelle, l'équité qu'on essaie de mettre en place, notamment par le partage des richesses que l'on crée, etc. Tout ça, ça donne envie, en fait. Donc, quand j'entends les gens qui disent «Ah, les gens ne veulent plus travailler, etc.», je leur dis «Ça dépend pourquoi, en fait. Si vous proposez à des gens de participer à un projet auquel ils croient, qui fait sens pour eux, qui se sentent respectés, parce qu'on les considère, quelle que soit leur place dans l'entreprise, avec un partage des richesses créées. Nous, il n'y a pas de dividendes et les salaires sont limités de 1 à 5 maximum. Et si on donne les moyens aux gens de travailler avec des bons outils, des formations, etc., combien de personnes autour de vous préfèrent glander à la maison toute leur vie? Personne, en fait. C'est pas réjouissant. C'est lequel les 2 chemins les plus réjouissants? Évidemment que c'est le premier. Donc, en fait, pour ceux qui ne trouvent pas recruter, il faut donner les moyens d'être attractif, en quelque sorte. Et c'est plus ou moins facile selon les métiers, j'imagine, hein. Mais c'est ça le sujet, en fait. C'est est-ce que les gens participent à un projet dans lequel ils trouvent du sens? Est-ce qu'ils se sentent respectés? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire correctement?
Et de la fierté aussi, hein, parce que je voyais dans le reportage, tu vois, ils disaient bien en fait que les personnes étaient très fières de fabriquer les jeans, quoi. Je pense qu'il y a vraiment une notion de, oui, quand tu dis de sens aussi, mais de fierté aussi, d'avoir vraiment l'impression de contribuer à un projet, effectivement, qui est bon, quoi, qui est positif, quoi. C'est la conséquence du fait de se sentir en phase avec le projet, de se sentir respecté et d'avoir les moyens de le faire. Je crois que les femmes aussi, alors je dis les femmes, je pense aux couturières, mais c'était par rapport au reportage que j'avais vu, elles ont en plus des parcours de vie, parfois compliqués parce que perdu du boulot, des boulots précaires qu'elles ont enchaînés, etc. Et ça aussi, j'avais l'impression que vous apportiez bien plus qu'un boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait eu de la reconnaissance, mais aussi au-delà de ça, une famille. Je trouvais que c'était ça aussi qui ressortait du reportage. Est-ce que tu veux bien nous décrire, je sais pas, un exemple de parcours d'une personne qui est arrivée chez vous? Oh, il y en a mille, hein, franchement. Il y a notre DAF, par exemple. Elle était archéologue. Moi, j'étais informaticien. Bon, la responsable prod, Charlotte, elle a fait des études de prod, mais elle est arrivée stagiaire. Puis là, elle est responsable prod. En 7 ans, elle a évolué avec l'entreprise. Dans l'équipe des couturières, il y en a qui étaient femmes de ménage, il y en a qui étaient comptables, il y en a qui étaient assistantes maternelles. Ouais, c'est ça, je sais pas si je me trompe, j'avais l'impression qu'il y en avait une qui était caissière, mais on sentait qu'elle enchaînait des boulots à temps partiel, enfin que c'était compliqué, quoi. Et alors, du coup, comment justement vous les sélectionnez? Tu vois, ces femmes-là, elles ont un parcours puisqu'elles rentraient justement dans une école de couturière. Ça aussi, ça m'intéresse énormément parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'apprentissage ou de bons principes à essayer d'exploiter, quoi, tu vois, dans ce parcours d'apprentissage que vous mettez en place. Ouais, alors ce parcours, en fait, la sélection, elle se fait. L'école du jean, c'est un partenariat avec Pôle emploi, avec les organismes de formation professionnelle, avec des lycées professionnels, pour prendre des demandeurs d'emploi et les amener à trouver un emploi stable pour lequel on les forme. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est le recrutement. Le recrutement ne se fait pas sur la base du CV, se fait sur la base de la dextérité des gens. Donc ça, c'est accompagné avec Pôle emploi. Et ensuite, bon, on se met en formation. La formation permet de voir, de préparer en fait chacun au boulot industriel dans lequel on se lance. Et puis après, là, depuis 6-7 mois, la formation a démarré, la production a démarré aussi. Et là, il y a des gens qui se révèlent dans la vraie vie parce que ça leur plaît, et d'autres, in fine, ça ne va pas leur plaire. Et soit pour des questions du boulot en lui-même, soit pour des questions d'ambiance. Là, on s'est mis 20 personnes, 20 couturières d'un coup dans le même bateau, en quelque sorte. Et donc, en fonction du rythme, des affinités, des envies de chacune, ça évolue dans le temps. Et donc, la majorité va rester. Mais du coup, l'enjeu de recréer une filière, c'est aussi donner sa chance à chacun. Et puis, une fois que cette année de formation et de première production s'est déroulée, on se marie, c'est le CDI. On s'est testé les uns les autres. Et ceux qui sont bien avec le projet, avec l'équipe et avec nous, pour nous, en fait, participe aux années suivantes. Et puis, ça y est, on se retrousse les manches et on développe. Et il y a beaucoup de taux d'abandon, tu vois, de personnes qui finalement suivent pas le projet pour On ne sait pas diverses encore, raisons. en fait, ce sera à la Ah, t'as fin. pas de recul. Mais généralement, c'est entre 20 et 40%. Ouais, quand même, d'accord. Ok, Et ok. oui, c'est beaucoup, hein, parce que c'est un nouveau métier. C'est pas énormément, finalement, de se dire qu'entre 60% et 80% des gens vont aimer le nouveau métier qu'ils vont faire pendant des heures par jour. Donc, c'est. Oui, oui, et puis j'imagine que même plus vous allez vous apprendre cette partie-là du métier, plus quelque part la façon de le présenter en amont fera qu'il y aura une sélection aussi peut-être différente. Exactement. Puis nous-mêmes, on apprend à Ouais. apprendre. Donc, du coup, on est meilleur aujourd'hui qu'on l'était il y a 6 mois. Et on a essuyé les plats il y a 6 mois tous ensemble. Et donc, j'espère bien que notre capacité à former, à accompagner sur le plan professionnel et personnel chacune des personnes qui nous rejoint s'améliore dans le temps. Donc, Mais t'avais oublié ce métier du coup. Du coup, eh vous êtes oui, aussi ouais, enseignant et pédagogue. Ouais. Histoire de exact, se exact. dire que tu t'auras fait toute la palette, quoi. Quand elles sortent de l'école, est-ce que c'est quelque chose un diplôme certifiant? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un enjeu à un moment donné de leur donner la possibilité aussi d'avoir quelque chose qui est reconnu à l'extérieur et pas que dans l'univers intrinsèque 1083, quoi. Oui, je ne sais pas de quelle manière c'est reconnu, mais il y a un équivalent
Mais je sais qu'il y a un équivalent qualifiant. Voilà. Je Ah voilà, cherchais le mais mot. c'est ça, donc qualifiant. Ok, donc ça veut bien dire qu'effectivement, ce qui est super important, quoi. Et alors, question difficile à cette heure-là, mais est-ce que tu vois, tu commences à tirer aussi des conclusions? Quels sont les premiers éléments de réponse qui seraient réplicables à une échelle plus large? Genre, je te nomme ministre de l'Éducation. Est-ce que tu commences à te dire, tiens, ça pourrait être intéressant à une échelle plus globale? Ah bah, la perma-industrie. Clairement, Ouais. faire la pédagogie de la notion d'écosystème, c'est imparable, c'est redoutable pour moi. J'y crois à fond. Donc en faire la pédagogie partout, l'expliquer pour montrer que c'est une super solution et qu'en fait, on y est tous un peu déjà. Seulement, faut le faire de manière systématique. On a un choix à faire. Bon, bah, qu'est-ce qui est perma-industriel? Et hop, on fait le choix en fonction de ça. Je voudrais te poser une question sur le business model. Il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'est dit, ouais, c'est génial, c'est local, c'est éco-responsable, bon, bah ok, le jean, il va me coûter 300 balles, mais c'est un choix militant, je dois payer plus cher. Or, quand tu regardes les prix, bah vous êtes à des prix tout à fait normaux et complètement en phase avec des jeans de marque leader, de marque américaine. Donc en gros, c'est des jeans entre 90 et 89, les prix paliers, les prix psychologiques, et 120, je crois, un truc comme ça. Mais comment vous faites du coup? Parce que ça, c'est aussi une vérité qu'on a tout le temps entendue. Pour acheter du local, pour faire du local, c'est plus cher parce que le coût du travail. Si tu as 2 minutes pour nous expliquer comment toi tu t'en sors, quoi. Et ben en fait, c'est simple, c'est les circuits courts. Quand vous achetez un jean Levi's ou un jean H&M, il y en a un qui est 3 fois le prix de l'autre. Il y en a un qui est à 20, 30, 40 euros et l'autre qui est à 90, 100, 110 euros. Donc vous attendez à ce qu'il y en ait un qui est 3 fois mieux que l'autre, vu que c'est 3 fois plus cher. Ça, c'est si vous regardez l'étiquette de prix. Mais si vous regardez l'étiquette de composition du jean, vous allez vous apercevoir que ces deux jeans, a priori si différents, sont fabriqués dans les mêmes pays avec les mêmes matières premières. Ça veut dire qu'ils ont coûté le même prix à fabriquer. Ça veut dire que c'est pas, ça veut dire qu'à coût du travail égal, il y en a un qui est 3 fois plus cher que l'autre. Pourquoi? Parce que dans un jean de marque, là, c'est pas un circuit court, il y a beaucoup d'intermédiaires, alors que chez H&M, Zara et compagnie, c'est la marque, c'est aussi le fabricant, c'est aussi pardon, le commerçant, donc ils font des économies d'échelle. C'est vendu en direct en quelque sorte. C'est des circuits courts, pas en kilomètres, mais il y a très peu d'intermédiaires. Et en ce sens, ça se rapproche d'une part du modèle économique des Trente Glorieuses en France, où la marque, c'était aussi les fabricants, donc c'était déjà une filière plus courte. Ça se rapproche aussi des AMAP du coin, du marché, etc. Il y a peu d'intermédiaires de distribution. Et donc, nous, quand on a compris ça, on s'est dit, ben, on ne saura pas faire un jean à 30 euros comme H&M. Par contre, si on est en circuit court, qu'on vend en direct ou sans solde, donc sans besoin de beaucoup de marge à nos clients, alors ça veut dire que le jean qu'on voudrait vendre 100 ou 120 euros comme Levi's et qui, eux, sont obligés de l'acheter 10 ou 15 euros, ben nous, si on fait le même taux de marge que H&M en vente directe, peut-être on peut le payer 30 ou 40 euros. Et donc, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en France pour 30 ou 40 euros? Et on s'est aperçu qu'on pouvait tout le relocaliser et faire du bio. Et donc, notre démarche, ce n'est pas d'acheter le moins cher possible, comme tous les autres, c'est d'être l'intermédiaire de distribution le plus léger possible pour consacrer un maximum, pour acheter le plus cher possible, en fait, notre jean, de telle sorte à ce qu'il ait un maximum de valeur ajoutée écologique et sociale par rapport aux jeans concurrents qui sont entre 100 et 120 euros. C'est ça la démarche. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça enlève vraiment un espèce de biais qui est énorme du côté des clients. Donc, ça veut dire qu'on peut acheter raisonnable en étant militant. Et du côté de l'entrepreneur aussi, en se disant c'est pas possible de relocaliser, quoi. Même si les freins sautent de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives, mais je trouve ça super intéressant, quoi. Dans tout ça, comment tu conçois aussi le marketing, tu vois? Tu peux te dire aussi, c'est éco-responsable, du coup, le marketing, c'est moche. Le digital aussi, comment tu le conçois, toi, là-dedans? C'est des outils, c'est comme tous les outils, ça dépend ce qu'on en fait. Avec une fourchette, on peut manger, on peut tuer quelqu'un. Avec un marteau, on peut construire une maison, on peut tuer quelqu'un aussi. Avec le marketing, on peut vendre de la merde ou on peut rendre accessibles ces idées, les amener à proximité des gens parce qu'elles sont intelligibles, séduisantes, compréhensibles, intéressantes. C'est comme si un prof, on lui demande pas de connaître l'histoire par cœur, on lui demande d'être le médiateur de l'histoire qu'il connaît pour la partager, on lui demande d'être pédagogique. Bah, c'est du marketing en quelque sorte, c'est faire passer son message. Donc moi, j'ai aucun problème avec le marketing. Tout dépend à quoi on s'en sert, pourquoi on s'en sert. Je mettrai ta petite vidéo, ton petit extrait sur mon site internet. C'est très bien. Ça me va super bien. Bon, vous avez des clients qui sont hyper militants, forcément, ils sont au cœur du projet. Comment vous les intégrez justement, tu vois, à la boîte? Et comment vous communiquez aussi avec eux?
Alors, on essaie de les impliquer le plus possible. On partage tout ce que l'on vit. On partage depuis le début nos marges, nos fournisseurs, nos prix de revient, tout, la création. On a fait même un livre où on partage les patronages de nos jeans. On donne tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, la proximité, des idées, des informations, des réflexions, elle engage. Si vous venez voir nos ateliers, si vous rencontrez nos couturiers, nos couturières, ben, ça va vous toucher. Mais de la même manière que si vous allez chez le vigneron et que vous rencontrez le vigneron et il fait du vin, ben, la même bouteille de vin au supermarché, au même prix que chez le vigneron, elle vous paraîtra plus fade et plus chère que la même bouteille de vin chez le vigneron parce que son histoire va enrichir le goût physiologique que vous allez ressentir. Et en fait, nous, on n'a pas mieux que la transparence pour s'engager les uns avec les autres, être plus proches, donc être plus généreux, engagés, conscients. C'est génial, tu me fais la parfaite transition sur la transparence parce que je t'ai vu sur une vidéo où tu allais dans un outlet qui vendait plein de jeans, etc. Et tu tombes sur des jeans fabriqués en France, tu sais, avec la petite étiquette. Non, le petit drapeau, tu sais, cousu, et puis tu regardes l'étiquette, c'est fabriqué au Maroc. Justement, comment, tu vois, vous contrôlez ça? Qui contrôle? Et qui d'ailleurs vous contrôle vous sur le discours que vous tenez, tu vois? Il y a des labels, il y a quoi et comment ça se passe? Alors, il n'y a pas assez de contrôle sur la notion de Made in France. C'est pour ça que nous, on s'est certifié Origine France Garantie pour que les consommateurs puissent s'assurer que ce que l'on dit, c'est vrai, puisque ce n'est pas nous qui le disons. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, c'est contrôlé par Origine France Garantie. En plus, ce label, c'est un label qui va plus loin que le Made in France. Pour faire un jean Made in France, il faut juste la couture en France, la confection, ce qui est déjà très bien. Pour qu'on soit Origine France Garantie, il faut en plus que le denim, qui est la partie française du jean, puisque du coup, ça doit son nom à la ville de Nîmes. Mais c'est ça qui est cool avec le jean, c'est que c'est américain pour les Américains, italien pour les Italiens, parce que jean, ça vient de la ville de Gênes, français pour les Français avec le denim, asiatique pour les Asiatiques, parce qu'en fait, l'usine du monde, c'est l'Asie. C'est indien pour les Indiens, parce que l'indigo, la plante qui fait le colorant du jean, doit son nom à l'Inde. Donc voilà, c'est vraiment universel par nature, et c'est passionnant. Ok, donc contrôler, genre un AOC, quoi, en fait. Est-ce que tu commences à titiller un petit peu les grands du secteur? Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils essayent on va dire, de vous attaquer? Est-ce que, enfin, tu vois, ou de vous décrédibiliser, tu vois? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Ou est-ce que tu sens que finalement, pour l'instant, c'est pas encore Non, le non, cas? c'est tout le monde. De toute façon, le marché montre aujourd'hui qu'il faut être éthique. Là, vous voulez créer une marque de mode en 2022. Pour créer une marque de mode pas éthique, made in China, machin, enfin, faut être à côté de la plaque, quoi. Personne ne crée ça. Enfin, ça paraît anachronique complètement de créer une marque dans ce sens-là. Donc, ça veut bien dire que le marché a beaucoup évolué, peut-être aidé certainement par le Covid et maintenant par l'Ukraine. Donc, on est sensible à ça. Dans ces grandes marques, il y a des hommes et des femmes qui ont le droit d'avoir un petit cœur, un petit cerveau comme nous et qui ont le droit de vouloir faire évoluer les choses. Et donc, nous, avec la filière que l'on crée, on aimerait et on aime quand elles nous démarchent pour peut-être les aider à fabriquer leur propre jean. Sachant que quand vous achetez un vêtement en France, il y a 3% des vêtements que l'on consomme en France qui sont fabriqués en France. Et dans le jean, c'est terrible, il y a 0,1% des jeans consommés en France qui sont fabriqués en France. Aujourd'hui, c'est 100 000 jeans en 2021-22, on va dire, dont 50 000 1083, sur un marché de 88 millions de jeans. Donc, en fait, on ne va jamais se concurrencer les uns les autres. Si on était 5, 10, 15, 20, 50, 100 marques, 1000 marques à faire des jeans made in France, peut-être qu'on ferait, au lieu de 100 000 jeans, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 10 millions. 10 millions, ça serait que 10% du marché français. Donc, il n'y a aucun problème. La mode, ce n'est pas l'uniforme. Par contre, on doit se serrer les coudes, se compléter mutuellement, d'où cette logique de perma-industrie pour créer une filière forte, robuste, pérenne. Et qui va au-delà du jean, quoi. J'imagine que la filière, elle va Exactement. bien au-delà dans tout le textile. Et d'ailleurs, vous avez commencé, puisque tu proposes pas que des jeans. Vous fabriquez aussi des t-shirts, des chaussures, etc. Donc, ça commence à... Exactement, mais que l'on fait des produits que l'on fait avec des confrères dont c'est des spécialités. On a fait avec un maillot de bain inclusif français, on fait des pulls avec Saint-James. On veut rien faire par nous-mêmes autre que ce qu'on sait bien faire. Par contre, on s'entraide. Donc, on fait les jeans de Saint-James et Saint-James fait nos pulls en laine. Et de telle sorte, on enrichit nos ateliers de confection que l'on charge mutuellement, donc ça nous sécurise. Et en même temps, on élargit nos marques respectives parce qu'on se fait connaître à nos communautés respectives. Donc, c'est gagnant-gagnant sur tous les sujets. Mais j'ai vu justement des partenariats sur votre site avec le slip français, avec les brigades des pompiers, où vous recyclez des costumes. Mais je trouve que c'est des idées géniales, hein, franchement. Ben, c'est du travail d'équipe avec ces gens-là et c'est ça qui est réjouissant dans l'aventure, c'est que, en fait, quand on s'intéresse au Made in France, au bio, à des projets qui font sens,
Je connais des personnes qui reculent, qui se disent « Oh là là, mais le Made in France, c'est de la merde, en fait. J'arrête. » Laisse tomber, c'est dépassé. Voilà, ça n'existe pas, ça. On fait que avancer parce que c'est intéressant, c'est prenant. Et du coup, ben, c'est ça qui est génial, c'est qu'on rencontre que des gens passionnés qui sont de plus en plus stimulés et stimulants. Et ben, du coup, ça fait créer des choses chouettes. Ouais, et tu vois comment, toi, dans 10 ans, 1083, et je me posais une question, c'est est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas, dans un souci de développement, il n'y a pas aussi une crainte ou un souhait en tout cas, de maintenir une indépendance financière, tu vois, justement pour garder la maîtrise, tu vois, du bateau. Alors, déjà, on est indépendant financièrement, on est majoritaire, et les fonds d'investissement qui ont investi chez nous sont des fonds éthiques, qui ont des revenus limités comme tout le monde dans l'entreprise, enfin, dont le partage des richesses est limité. Donc, on est libre, ça c'est très important. Et dans 10 ans, j'en sais rien, ça va dépendre de nos clients. Il y a 9 ans, quand on a démarré, pas une seconde, j'aurais imaginé que nos clients nous fassent grandir comme ça. Donc, j'en sais rien, j'ai pas de limite, donc on va le construire ensemble. Et pareil, tu vois, tu commençais à le parler tout à l'heure sur justement ton projet de livre et sur la partie perma-industrie, pas permaculture. Tu as déjà écrit un autre bouquin, mais justement, ça ne te titille pas d'aller au-delà du patron pour porter ce discours-là, là, dont tu nous parles depuis tout à l'heure, qu'il fasse des petits bien plus largement, en fait, dans le milieu industriel ou pas, du textile ou plus large, de l'enseignement, de la pédagogie. Enfin, il y a plein d'initiatives. C'est ce qu'on fait avec le livre, c'est ce qu'on fait quand on intervient dans des conférences, dans des podcasts. Donc, on essaie de le faire à notre échelle. On voit que ça prend, alors on le fait de plus en plus, j'espère de mieux en mieux. Et puis, ça fait boule de neige. Hier, on avait un rassemblement pour l'association En Mode Climat qui fédère des centaines de marques éthiques qui veulent faire évaluer la réglementation pour encourager les productions éthiques et rendre plus compliqué ou plus cher les productions pas éthiques. Il y a un an, on était 10. Donc là, on était des centaines. Donc en fait, voilà, on voit que ça évolue, que ça bouge, c'est entraînant. Et, du coup, ça donne du sens, ça donne du cœur à l'ouvrage. Et ça te fait sortir complètement de ton rôle et de patron. Enfin, ça va au-delà. Et c'est ça que je trouve génial, non? D'un point de vue perso, hein. Très, très riche. Est-ce qu'il y a un jour où tu t'ennuies? Ah oui, Ah oui, ouais? oui, ça existe. Ah oui, oui. Mais heureusement, ça me plaît. Enfin, c'est pas linéaire, hein. C'est humain. Et j'ai pas de problème avec l'ennui. Des fois, je suis moins efficace. Des fois, j'ai rien produit de la journée. Et c'est OK. Mais oui, j'ai pas moins de droits. Je suis pas un robot, quoi. Donc, j'ai pas moins de droits. Je ne m'en veux pas de pas être efficace. C'est pas que je veux l'être. Je ne me réjouis pas d'être inefficace. Mais si je suis fatigué, si je suis pas performant au moment où je dois faire un truc, etc., bah, ça arrive et j'essaie enfin, je veux pas rajouter aux conséquences malheureuses de mon inefficacité, donc le boulot à rattraper, les nœuds dans le cerveau sur m'en vouloir sur cette inefficacité. Alors sache que certaines personnes que je peux connaître intimement peuvent vivre ça, tu vois, et ressentir ça. Donc c'est très bien. Je vais aussi m'inscrire ça. Il y a pas mal de punchlines que je vais m'inscrire pour à titre perso. Disons que ça sert à rien en fait et de le penser, ça fait pas avancer le public. Donc Avant de passer à la conclusion, est-ce que tu as un message particulier, tu vois, où tu pourrais te dire que tu as envie d'adresser? Soit, alors, largement au pouvoir public, c'est peut-être un grand mot, mais tu vois, comment on peut t'aider, comment les pouvoirs publics pourraient t'aider plus ou vous aider plus dans ces initiatives? Un message à tout le monde de l'enseignement et un message aux clients, à nous. eh ben, je dirais à nos clients merci et continuons parce qu'il y a 88 millions de jeans, moins 100 000, donc il y a les 87 900 000 jeans qui viennent du bout du monde. Donc il y a du boulot encore. Et avec toutes les marques Made in France qui se lancent, je suis certain que si vous trouvez chez 1083, c'est cool, mais si vous trouvez sur d'autres marques, c'est trop cool aussi. Et pour tous les autres, les pouvoirs publics, etc., prêtez attention à la perma-industrie. Et remontez-nous ce qui vous paraît, toutes les objections que vous pourriez trouver dans la perma-industrie. Parce qu'en fait, si on réussit à traiter toutes ces objections, peut-être que ça veut bien dire qu'à la fin, ce sera systémique et vraiment durable. Il y a un chiffre, moi, juste avant de passer à la conclusion, c'est que sur 89 € du jean, tu as 86 € qui irriguent l'économie locale. Et donc, en gros, tu dis que mathématiquement, quelque part, si on s'attaquait aux 88 millions de jeans vendus en France, enfin, il y a un potentiel d'1 million d'emplois créés en France. Enfin, Oui, c'est voilà, dingue, hein, le pouvoir magique que représente notre carte bleue pour notre économie, notre capacité à subvenir à nos propres besoins pour créer un monde réellement durable.
c'est redoutable la carte bleue. Le bulletin de vote, c'est chouette, alors, mais la carte bleue, c'est extraordinaire. Les retombées politiques de la carte bleue. Un pouvoir acheteur et client militant, quoi. Non, c'est super intéressant, franchement. Merci de cette prise de conscience. Parce que je suis pas forcément très proche de tout ce monde-là, mais je trouve que tu le rends hyper limpide et simple. Et donc, c'est hyper motivant et inspirant, quoi. Parce que tu dis, mais ouais, c'est possible. Non, mais parce qu'il y a un moment donné, c'est quand même un discours... je trouve qu'on nous abreuve aussi beaucoup de discours très culpabilisants, mais sans nous donner les moyens, en fait. Tu vois, c'est que tu repars d'un truc en te disant, putain, le monde va s'écrouler. Je suis une merde qui pollue, qui fait mal les choses. Ok, super. Donc tu repars avec ce gros boulet, mais il y a parfois tu sais pas par quoi commencer. Bon, bah toi tu dis, bah tu sors ta carte bleue. Voilà. Non, mais tu fais les bons achats, quoi. Et surtout, moi, je sais pas si on va y arriver, en fait. Je sais pas si ce que je fais va changer le monde. Mais je vis que c'est plus cool, en fait. C'est plus agréable. Ça fait sens, c'est intéressant, on rencontre des gens bien. Donc, en fait, j'en sais rien si ça va suffire, ce que je fais. Mais je le fais pas pour réussir. De la même manière que quand il y avait la guerre, il y en a qui ont combattu, qui étaient pour la paix. Et les premiers étaient peut-être des naïfs. Et grâce au premier, il y a eu les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. Et puis, au bout du bout, il y a quelqu'un qui a signé la paix. Mais c'est grâce à tous ceux qui, avant, ont œuvré pour la paix que ça s'est fait. Et ceux qui ont œuvré pour la paix, ils ont fait ce qui leur paraissait faire sens. Et ça les a rendus heureux de le faire. Donc en fait, il faut le faire pour soi parce que ça fait sens, parce que c'est réjouissant, parce que le chemin, sur ce chemin-là, il y a plein de gens réjouissants, stimulants. Et voilà, et donc entre ce chemin-là, certes incertain, mais agréable, stimulant, et le chemin statique où on est bloqué, on attend le mur en le voyant avec de plus en plus gros, ben, moi, ça ne m'intéresse pas de regarder le mur arriver, quoi. J'aime autant prendre des chemins de traverse et puis voir ce qu'il y a de cool là-bas, quoi. Bon, après l'appel du 10 juin, il y a l'appel du 25 mai. Votez pour Thomas. Jeudi. En conclusion, la première des questions, c'est est-ce que tu as une anecdote drôle, insolite ou émouvante qui t'a marqué dans le cadre de ton aventure 1083 ? Par exemple, sur Internet, le premier ou deuxième poisson d'avril, donc en 2015 peut-être, le 1er avril 2015, par là, ça se retrouve sur nos réseaux sociaux, on avait fait un concours. Dites-nous quelle est l'explication la plus improbable de l'origine de la marque 1083. Et il y a quelqu'un qui a multiplié 1083 par le nombre d'or, celui qui fait les proportions parfaites, là, entre un temps, etc. Et quand on multiplie 1083 par le nombre d'or, on a l'année de naissance de l'inventeur du métier à tisser, Jacquard. Mais non. Et donc, monsieur Jacquard. Et c'était vrai ou pas? Ou c'était du coup c'est vrai. Non, c'est vrai, totalement fake? C'est vrai. Et donc, voilà, je ne sais pas comment il a trouvé ça, mais il a dû s'amuser à multiplier par le nombre d'or. Après, il a cherché l'année sur Wikipédia, j'imagine. Il est tombé sur le métier à tisser. Il a dit, bah, Broco, voilà pourquoi 1083 s'appelle 1083. C'était un ancien collègue geek ou pas? Aucune idée. Putain, c'est génial. Comme quoi, ce nom, il est parfait, quoi. Bon, génial. Pour finir, quelles sont tes joies, tu vois, tes fiertés d'avoir créé 1083? Alors, j'ai pas la fierté d'avoir créé 1083. J'ai vraiment la fierté de toutes les petites victoires collectives qui rythment le quotidien. Ça, c'est hyper nourrissant. Mais après, je regarde pas derrière, en fait. Et puis, je pense qu'il y a encore 20 ans, 30 ans de choses à faire. En fait, je suis beaucoup plus devant qu'à contempler ce qu'on a fait, qui est trop cool, hein. Mais je me réjouis du présent et du futur, moins du passé. Ok. Et à l'inverse, quelles sont les difficultés, ou celle la plus grosse, on va dire, quoi. Il y en a plein, hein, je pense. Il y en a plein, mais je dirais que la plus grosse, si par la plus grosse difficulté, on peut dire ce qui a le plus de valeur, c'est l'équipe. C'est-à-dire former une équipe solide, résiliente, unie, complémentaire. Et quand elle naît, quand elle s'étoffe, on s'aperçoit de la force que ça offre et donc des difficultés que l'on a à faire sans elle, ou quand on faisait sans elle. Et donc ça, c'est... Là, tu reprends la casquette de patron, hein. Ouais, ben... Yes. Bah ouais, mais c'est hyper apprenant aussi, hein. Et c'est l'aventure humaine qui est géniale. Ouais. Bon, alors, tu es sur tous les fronts. Tu trouves où l'énergie, s'il te plaît? Et comment tu te ressources? J'ai beaucoup de temps de transport et du coup, je parle pas. Et en fait, moi, j'ai besoin de pas parler, de me reposer. Je suis un peu ours. Donc, en fait, je me ressource comme ça, tranquille, en famille. Ça se voit Voilà. pas des masses, hein, que t'es oursin, quand même. Non, parce que je suis passionné, mais hors passion, je suis pas un bavard. Je suis pas capable d'alimenter Ah une ouais? conversation pour dire deux machins. Ah, t'aimes pas les cocktails? Les petits cocktails Ben, avec... je suis pas
Je suis pas très fort en cocktail. Ah, pourtant, c'est tellement génial. Bon, et justement, quelles sont les qualités que tu as dû développer? Moi, j'en ai listé. Hein. Si tu les cites pas, de ce que j'ai repéré, j'en ai repéré pas mal. Le fait de rien lâcher. En fait, il n'y a pas de génie dans l'entrepreneuriat. Quand on s'intéresse, souvent on dit ah 1083 c'est génial, ce que vous avez fait c'est super, vous avez réussi, etc. Mais les gens oublient les 6 premières années de mode éthique. Et toutes les marques, nos confrères, le style français, Asphalt, Opal, ce sont tout le temps des V2 de l'existant. Et or, elles ne sont vues que quand elles existent, donc elles sont perçues comme des V1. Et donc, il y a une sorte de fantasme qui ferait que un nouvel entrepreneur par rapport à des projets comme les nôtres comprendrait pas en fait pourquoi lui ça marche pas du premier coup, alors que nous ça aurait marché du premier coup. Mais non, ça n'a jamais marché du premier coup. Donc en fait, la qualité constante que je perçois dans les gens qui réussissent en ce moment, en tout cas, je vois aucun génie, aucun. Je vois que des gens qui ne lâchent rien et cherchent des solutions. Et je crois que c'est le seul talent commun. Après, il y a des différences de sensibilité, de créativité, de capacité de travail, etc. Mais ça, c'est vraiment commun entre chacun. Et voilà, c'est ça que je trouve j'ai appris à développer. Bon, j'avais noté ténacité, effectivement. Mais je m'étais noté aussi force de conviction, la pédagogie, la communication aussi, parce que je trouve que c'est super important dans votre projet et vous le faites vachement bien, de savoir communiquer avec vos clients, notamment. Ouais, bah on essaie d'être pédagogique. La proximité, encore une fois, que les idées que l'on porte, elles soient accessibles, elles soient proches. Et c'est ça les conseils que tu donnerais aux futurs entrepreneurs? Ou est-ce que tu as un autre message que tu souhaiterais leur faire passer à tous ceux qui se disent tiens, chouette, je veux lancer mon propre business? D'écouter tout le monde et d'écouter personne. C'est le meilleur moyen, je trouve, d'être ouvert à tout, de ne pas se fixer de limites, de s'écouter et en même temps de ne pas faire n'importe quoi. Ok, ça c'est le genre de conseil qui peut faire bugger quand même, tu tournes en boucle. Ok. Si on veut acheter vos produits, on doit aller où et comment on fait? Sur 1083.fr, vous avez les produits qui sont en ligne et vous avez aussi toute la liste des revendeurs qui, près de chez vous, vendent des jeans 1083. Bon, on a fini. La dernière question, est-ce que tu sais que je demande à mes invités à chaque fois de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier? Soit un métier qu'ils connaissent et ils veulent justement valoriser une personne qui l'exerce avec passion, tu vois. Et je trouve que c'est vachement bien dans le message parce que c'est de dire qu'on a tous autour de nous des gens qui font des trucs de dingue. Et on prend pas toujours le temps de leur dire que c'est chouette ce qu'ils font. Soit un métier que toi, qui t'intrigue, t'as toujours trouvé ça mystérieux, et tu connais personne et il n'y a pas de souci, je trouverai le bon candidat. Alors, un métier ouvrier sans hésitation, couturière ou autre, mais quel que soit le métier, un métier ouvrier. Parce que ce mot ouvrier m'est très cher. Il est remplacé dans les usines par le mot opérateur, ce qui me fait halluciner, parce qu'en fait, opérateur, c'est l'opération, c'est le robot, c'est binaire, c'est 0 ou 1. Et ouvrier, qui serait un mot moins gratifiant, c'est l'ouvrage, c'est l'œuvre. Donc, je pense qu'il faut absolument réhabiliter les ouvriers, comme les cuisiniers ont su le faire, comme les couturières sont en train de le faire. Et du coup, c'est pour ça que si on pouvait mettre en avant ces gens qui font des ouvrages au quotidien, je pense que ce serait une manière de les rapprocher de tous les produits qu'ils fabriquent pour nous. Génial. J'ai passé un super moment, Thomas, vraiment, et je vais le partager, évidemment. Et j'espère que ce sera pareil pour tous les auditeurs. Mais merci, tu vois, de ton énergie, ça fait super plaisir. Et alors, on a l'impression que c'est simple. Et alors ça, je trouve ça dingue. C'est comme une personne, tu sais, tu me fais penser à une personne que j'adore, c'est Hubert Reeves. C'est quand même le mec qui est un génie, mais qui a un savoir de dingue et qui, quand il te parle, ne te donne jamais la sensation que t'es débile ou que tu ne sais pas, tu vois. Et en plus, te motive à apprendre. Et ça, c'est communicatif. Voilà. On se l'offre tous les uns aux autres. Ouais, bah donc, mais merci parce que ça, je trouve que c'est des moments magiques et des vrais petits cadeaux, en fait. Donc je vis moi, évidemment, en live, mais que les personnes qui nous écoutent vivront a posteriori et c'est super. Donc, je te remercie. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura autant passionné que moi. Alors pour suivre l'actu de 1083, rendez-vous sur quasiment tous les réseaux sociaux, en tout cas Facebook, Instagram, sur le compte 1083. Et puis pour contribuer au succès de cette super French Fab, qui le mérite vraiment, rendez-vous sur leur site 1083.fr pour voir tous leurs modèles et leurs jeans canons, mais pas que des jeans.
Si tu veux donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à toute cette superbe aventure, n'oublie pas le commentaire sur Apple Podcasts et puis surtout, s'il te plaît, fais du bruit. Parle-en à ton entourage, poste sur les réseaux sociaux, parle-en à ton voisin journaliste. Enfin, que je dis, tu n'en parles pas, tu le saoules jusqu'à ce qu'il publie un article nous parlant de nous. Bref, aide-nous à faire voyager le podcast. Je te dis à dans 15 jours pour la découverte d'un nouveau métier. Et d'ici là, je te souhaite une très très belle semaine à toi. Ciao!